to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, je suis très content parce que pour deux choses, hein. Premièrement, parce qu'on continue de visiter ou de revisiter, ça dépend de là où on se place, ça dépend, la filmographie de Hong Sang-soo, cinéaste sud-coréen. Nous sommes au quatrième film, Turning Gate. On parlera certainement de la signification de ce titre, hein, la porte tournante. Et pour en parler, alors le film, je rappelle, est sorti en 2000, il a été sorti en 2002, mais nous on l'a vu en 2003 en France, d'ailleurs en même temps que ces trois premiers films, officiellement, parce que les trois premiers, il y en avait certains qui étaient déjà passés à Cannes. Et pour en parler, Erwan Desbois qui est là, et je dis la vérité maintenant, je suis transparent. Erwan n'était pas prévu, il y a eu un désistement et il s'est porté volontaire, et c'est pour ça que donc je suis très content, et donc content de renouer le dialogue parce qu'Erwan était déjà venu sur Micro-Ciné Bah oui. par le biais de deux livres. Un livre coécrit avec Manel, c'était un livre autour de Mad Max, si je ne me trompe pas. Et puis tu étais revenu pour nous parler de Hideo Kojima. Ça avait surpris tout le monde parce que chez Bah Micro-Ciné, oui. on ne parle pas beaucoup de jeux vidéo, donc ils étaient tous contents. C'était vraiment en tout cas un très très beau souvenir. Et puis tu travailles aussi pour les éditions Playlist Society. D'ailleurs, je salue entre parenthèses Absolument. Benjamin. Voilà. Bon, comment vas-tu, Et Erwan? là, je reviens pour Hong Sang-soo, donc grand écart entre Hideo Kojima et Hong Sang-soo. Bah, je vais très bien, je suis très ravi moi aussi de revenir. En plus, quand j'ai vu que tu cherchais quelqu'un pour Turning Gate, ça m'a fait très plaisir parce que c'est un film que j'aime beaucoup de Hong Sang-soo. C'est le premier que j'ai vu de lui et tout, donc c'était quand même. C'est pas n'importe quel film, voilà. Donc, Bah, j'allais te poser la question, j'allais te dire à peu près, là tu as un peu répondu à la question que j'allais te poser. J'allais te demander, comment s'inscrit ce cinéaste d'abord dans ton propre histoire du cinéma? alors, ben, Hong Sang-soo, donc moi, je l'ai découvert, je pense, un peu comme tout le monde en France avec Turning Gate, justement, qui est son premier film à être sorti vraiment grosso modo au moment de pas trop en retard par rapport à sa réalisation, quoi, pas trop en décalé. Et donc je me souviens d'avoir vu Turning Gate, puis La femme et l'avenir de l'homme, de manière très rapprochée en salle. Et puis ensuite, petit à petit, en fait, bah, je suis tous allé les voir quasiment à chaque fois qu'ils sortaient en salle, presque sans forcément faire exprès ou sans forcément les attendre, mais juste, bah tiens, il y a un nouveau Hong Sang-soo, bah oui, ça m'intéresse. Donc c'est comme à force d'avoir ce rythme de tournage et de sortie qui en plus s'est accéléré de plus en plus avec les années, c'est devenu comme une sorte de compagnon, en fait. C'est une sorte de, voilà, on prend de ses nouvelles, on a l'impression que, ouais, on a l'impression de prendre de ses nouvelles en quelque sorte, film après film, avec les échos qu'il y a entre un film et un autre, les nouveautés qu'il peut y avoir, les acteurs qui reviennent ou ceux qui sont nouveaux dans son cinéma. Donc, il y a vraiment une forme, ouais, on se rend compte finalement en se retournant derrière soi, qu'en 20 ans, on a vu 30 films de lui, et qu'on est toujours content d'en découvrir de nouveaux et que c'est devenu, une expression me plaît bien, ouais, vraiment un vrai compagnon de voyage, quoi, de cinéma, ouais. Et en revoyant, j'imagine, déjà, qu'est-ce qui t'avait, intéressé la première fois que tu avais découvert Turning Gate? Et aujourd'hui, en le revoyant, quelles seraient les choses peut-être que tu n'avais pas vues? Ou alors quelles sont les choses qui sont encore restées intactes? Alors, je pense qu'à l'époque, c'est peut-être pour ça, et à mon avis, qu'il qu'il est devenu aussi important, assez vite, qu'il y a eu ces films qui sont sortis en salle et tout. C'était début des années 2000, c'est quand même la grande vague, la grande nouvelle vague du cinéma coréen qui débarque en Europe et en France. Voilà, on a les films de Park Chan-wook avec Old Boy, avec JSA, avec voilà. On a Lincoln Tech qui vient de gagner un prix à Cannes, on a Bong Joon-ho qui va arriver avec Memories of Murder, il y a Lee Chang-dong aussi avec Oasis, ou avec Permin Candy, donc il y a Kim Ki-duk aussi, bien sûr. Donc c'est vraiment cette espèce de bouillonnement, tu vois, qui arrive à la fin des années 90, c'était plus les années 90, c'était Hong Kong, les début des années 2000, il y a tous ces cinéastes coréens qui débarquent, qui nous font découvrir ce nouveau pays, ce nouveau cinéma. Donc je pense qu'il y a eu d'abord un effet d'entraînement, voilà, de groupe, de bande, tout ce qui était coréen, ça nous intéressait, quoi. Et puis, et Hong Sang-soo était déjà quand même particulier dans son style, parce que contrairement aux autres qui travaillaient beaucoup sur le cinéma de genre ou sur le mélodrame ou sur des choses, voilà, avec de l'emphase, quoi, voilà, avec des gros effets, quelque chose de un peu rentre dedans, d'un peu impressionnant. Lui, c'était totalement le contre-pied total de ça, avec quelque chose de, même si ça l'est devenu de plus en plus depuis, et que Turning Gate, par rapport à ses derniers films, on dirait presque une super production, quoi.
Mais il y avait déjà quelque chose de très minimaliste, du quotidien, une vraie banalité, mais au sens presque noble du terme, voilà, d'être avec des gens totalement normaux qui vivent des aventures, qui ne sont pas des aventures en fait, qui sont juste qui vivent au quotidien leurs échecs, leurs succès, leurs espoirs, et ça rejoint l'aspect compagnon de voyage un peu qui est avant. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours filmé et donné l'impression de filmer quelque chose de très quotidien, de très proche, de très familier. Voilà, familier. Il y a quelque chose de très familier chez Aung San Suu qui a tout de suite eu, parce que Turning Gate, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. C'est des vieux amis qui se retrouvent, qui boivent déjà beaucoup de soju, beaucoup d'alcool, qui essayent de visiter des lieux touristiques sans plus de motivation que ça, qui ont des petites histoires d'amour sans que ça aille très loin. Enfin, donc il y a déjà tout ça qui est posé de son cinéma, cette idée de quelque chose de très familier, très normal, tout en étant très exotique, parce qu'on est à l'autre bout du monde, on est dans un pays qu'on ne connaît pas, extrêmement peu de gens qui sont allés visiter la Corée, moi le premier je suis pas allé, donc on est à la fois dans quelque chose de très différent, et en même temps les gens qui vivent dans ce pays très différent sont tout à fait comme nous. Il y a toujours une espèce de motif qui revient souvent dans les films de Hong Sang-soo, un détail ou un objet. Je pense par exemple dans Introduction, à chaque fois qu'un segment se termine, le segment se termine sur une étreinte entre le personnage principal masculin et puis une femme. Généralement, c'est sa copine ou alors ça peut être la secrétaire de son père. Mais il y a toujours comme ça quelque chose qui clôture un segment pour en annoncer un autre. Je crois que dans le film In Another Country, il y avait cette idée Isabelle Huppert qui se retrouve à un croisement, doit-elle aller à droite ou à gauche? Et puis, il y a un segment où elle va à droite et l'autre à gauche, etc. Dans celui-ci, j'ai l'impression que c'est une phrase qui est très drôle et qui déjà est rapportée au personnage principal, qui ensuite va l'utiliser énormément. Et à chaque fois qu'il l'utilise, on sait qu'on va passer à autre chose, on va passer à qu'il va y avoir un déplacement pour le coup. Parce que dans les premiers films, dans Song Soo, il y a beaucoup de déplacements. Alors dans les derniers, les déplacements sont traités autrement. Mais bon, peut-être on en parlera, on verra. Et cette phrase, je l'ai notée parce qu'elle est génialissime. Même si c'est difficile d'être humain, essayons quand même de ne pas devenir des monstres. Voilà, elle est là. Il y a deux phrases. Ça peut avoir plusieurs sens. Elle est drôle. Et là où je veux en venir, c'est comment tu peux expliquer ce genre de motif qui revient, qui est récurrent, qui clôture parfois un segment ou qui lui donne un autre rythme. Dans une construction narrative, c'est très important, j'ai l'impression, et c'est ce qui définit aussi le cinéma, l'écriture de Song Soo, en prenant comme exemple cette phrase-là et ce film en l'occurrence. C'est vrai que donc, tout à l'heure avec Turning Gate, on n'est pas encore dans les expérimentations de ces derniers films, voilà, du noir et blanc, du flou, du surcontrast. On est encore dans quelque chose d'assez classique, quoi, en termes de filmage, de montage, etc. Et c'est vrai qu'il y a déjà cette construction en principalement deux parties, quoi. On va dire qu'il y a un prologue où le personnage principal va quitter Séoul, et puis ensuite il y a deux parties dans deux villes distinctes où il va vivre, grosso modo, d'une certaine manière la même histoire d'amour, et en même temps une histoire d'amour en reflet inversé, quoi, parce que son rapport à la femme dont il est amoureux est inversé dans les deux cas. Et c'est vrai qu'il y a il y a des motifs qui reviennent régulièrement. Donc il va y avoir des lieux où on boit, ou des lieux où on se balade. Et puis il y a cette phrase, effectivement. Et moi, cette phrase, en revoyant le film, ce qui m'a marqué encore plus, c'est que finalement, elle est presque là pour insister sur tout ce que ce personnage rate, en fait, puisque donc, le héros de Turning Gate est un acteur. On semble nous dire au début que c'est un mauvais acteur. En tout cas, les gens autour de lui le rendent responsable de l'échec d'un film. Et moi, à la fin du film, en fait, je me dis qu'effectivement, tout le film est une forme de démonstration que oui, c'est un mauvais acteur finalement, puisqu'il n'a jamais su s'adapter à la situation dans laquelle il était. Il était toujours à côté de la plaque. Et cette phrase dont tu parles, moi, il y a un côté running gag un peu aussi, parce que à chaque fois qu'il va l'utiliser 2 ou 3 fois, je sais plus exactement, et à chaque fois, il l'utilise de manière de plus en plus à côté de la plaque, en fait. Il essaye de l'utiliser pour donner une parce que voilà, c'est une phrase qui est effectivement qui est belle, qui a une forme de morale, d'éthique, qui porte un propos éthique.
Et en même temps, lui, à chaque fois qu'il la sort, c'est de plus en plus totalement à contretemps. Il essaye il s'en sert pour essayer de sortir par le haut d'une situation. Et en fait, ça tombe complètement à plat. C'est pas du tout le bon moment pour la sortir. C'est pas du tout la bonne personne en face. Donc, la phrase sert à la fois, ouais, effectivement, de leitmotiv, de nous rappeler, voilà, d'espèce de refrain presque. Et en plus, c'est une phrase, donc c'est comme un refrain au milieu de reste du film qui serait des couplets, quoi. Et en même temps, c'est un refrain qui n'a jamais totalement le même sens, puisque plus le personnage l'utilise, ce refrain, et plus il s'enfonce dans ses ratés sentimentaux et professionnels et humains. Et donc c'est comme ça vient renforcer le sentiment que ce personnage s'enfonce vers nulle part, et la fin d'ailleurs le laisse tout seul devant cette porte. Et donc il y a les deux aspects à cette phrase. Il y a l'aspect refrain qui nous dit regardez, on va changer de partie, et il y a l'aspect quand même, il y a une progression. C'est pas juste rester dans le même, c'est pas juste revenir au même point. Le personnage principal qui s'appelle Gyung-soo, tu as très bien dit, c'est un comédien, alors il est soit théâtre, soit cinéma, peu importe. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours en retard. Et il s'aperçoit qu'il est en retard, donc il va essayer de rattraper son retard. Et dès qu'il y arrive, j'ai l'impression qu'il ne se rappelle même plus le sens, pourquoi il était en retard et comment il a été en retard. Et ça marche tout le temps comme ça, pendant plus d'1h50, jusqu'au plan final, qui est magnifique, où il se retrouve devant cette porte et il y a cette pluie qui comme dans tous les films de Hong Sang-soo, est là pour l'aider, pour aider le personnage à renaître, on va dire, à opter pour une autre vie, enfin une autre chance, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce rapport au retard ou pas de louper le coche, hein, parce qu'il arrive toujours à un moment à aller jusqu'au bout, mais j'ai parfois dans sa manière d'être, dans sa gestuelle, dans sa façon aussi de regarder le monde de manière extrêmement hébétée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit rattraper son retard et en cours de route, il ne se rappelle même plus le sens de sa démarche. Oui, c'est vrai qu'il est, en fait, il est extrêmement passif finalement, puisque ses actions sont, en fait, il a jamais vraiment d'action, il a que des réactions, quoi. Il quitte Séoul pour la première ville parce qu'il y a un ancien ami à lui qui l'appelle, et qu'en plus il se fait virer d'un prochain projet professionnel, donc du coup il a techniquement plus rien à faire à Séoul, si ce n'est que répondre à cette invitation. Et d'ailleurs, il arrive déjà en étant un peu à contretemps, puisque son ami est surpris qu'il vienne si vite. Dès le lendemain, il est là, quoi, en fait, alors que l'autre ne l'attendait pas forcément. Ensuite, dans cette première ville, c'est donc une amie, une danseuse qui est présentée par son ami, qui fait le premier pas pour lui demander de l'embrasser et pour nouer une relation sentimentale. Et donc lui, il n'est pas du tout prêt à ça. Enfin, donc il est totalement à contretemps par rapport aux attentes de cette femme qui a le coup de foudre pour lui, alors que lui, il est juste dans la réaction du présent. Ensuite, quand il arrive donc avec cette deuxième femme, il comprend pas non plus ce qu'elle lui veut. Donc oui, il y a un truc où il est jamais, comme si, je reprends l'espèce de fil d'Ariane de l'acteur, comme si il apprenait toujours, comme si on devait toujours lui souffler son texte en fait, en quelque sorte. Il arrive sur le plateau sans savoir ce qu'on attend de lui. Et il essaye de se rattraper un peu vite fait, d'improviser un peu. Et par rapport aux actions de ses partenaires, de ses interlocuteurs. Et du coup, ça donne quelque chose où il est sur un fil en équilibre, où pendant un temps, il arrive à rattraper son retard, comme tu dis, il arrive à être dans le tempo de la scène, dans le tempo de la journée, dans le tempo de la relation. Sauf que c'est toujours précaire, ouais. Il y a quelque chose de toujours précaire. Il n'arrive jamais à être dans le long terme parce que c'est que de la réaction un peu catastrophique, un peu en urgence. Il n'arrive jamais vraiment à. C'est assez étrange que le film, moi, en le revoyant, je me suis dit qu'en fait, il posait plus de questions qu'il ne donnait de réponses sur. J'ai l'impression d'un film où peut-être encore plus que d'autres fois, Hong Sang-soo nous pose un personnage, nous pose des relations humaines en nous demandant à nous ce qu'on en pense, en fait, ne nous donne pas vraiment de mode d'emploi sur ce qu'on a vu, et que du coup, il y a plusieurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs interprétations possibles à tout ce qu'on a vu, plusieurs manières de saisir, de comprendre. Et en fait, oui, il nous pose quelque chose qui ensuite qui est ouvert à toutes les interprétations possibles de la part des spectateurs. C'est vraiment, vraiment captivant.
Il y aurait peut-être un indice, moi je ne l'avais pas vu, à l'époque quand je l'avais découvert quand il était sorti au cinéma il y a longtemps, comme on dit, et c'est en le revoyant que j'avais vu ça et je dis: «C'est un indice certes, mais j'y vois pas vraiment la connexion». Peut-être que tu vas m'aider. Il y a un moment alors il faut savoir que dans sa première étape, il va rejoindre cet ami qui est écrivain et il vit chez lui et à un moment on le voit, il est tout seul, on le voit c'est au lendemain de son aventure sentimentale et sexuelle avec cette danseuse, il attrape un livre, il regarde la couverture et le livre, le titre, c'est The Making of Radical. C'est un livre écrit par Scott Nearing. Alors, quand on fait des recherches, économiste américain, il a vécu centenaire et puis surtout, il a participé, il a créé une espèce de mode de vie assez important qui s'appelait, enfin, une espèce d'autosuffisance, quelque chose comme ça. Et là, je me dis, mais, et c'est très fulgurant, hein, mais Aung San Suu montre ça. Bon, et en plus, c'est pratiquement peut-être au milieu du film, un peu au milieu, hein, légèrement au milieu du film. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport au personnage? C'est vrai que c'est un personnage, on a l'impression il n'a pas il est à la fois il est un peu dans l'archétype de l'acteur comme, à l'ancienne, c'est-à-dire le saltimbanque qui est d'ailleurs le fait qu'il aille de ville en ville, c'est un peu comme ces anciennes troupes théâtrales, ouais, qui vont de ville en ville et qui donnent un spectacle, bon là, qui est pas forcément visiblement qui est un spectacle qui ne satisfait pas trop les gens, qu'il rencontre. Mais donc il y a ce côté, voilà, il est à la fois totalement libre de toute attache. Au début, quand il part de Séoul, visiblement, il ne laisse rien derrière lui. Il y a pas de ça ne il n'a pas de problème à partir comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain. Donc il y a cette autosuffisance, mais en même temps, il en a les revers, les contre-coups. C'est-à-dire qu'il n'a pas de filet de sécurité. C'est pour ça, il finit le film comme il l'a commencé, seul dans une rue, avec une rue qui ne débouche sur rien, quoi. Au début, parce qu'on est dans l'obscurité totale, on ne voit pas ce qu'il y a au bout de la rue. Et à la fin, parce qu'il y a cette porte fermée dont on sait qu'elle ne s'ouvrira plus jamais pour lui, qui est la porte de sa deuxième amante. Donc, Mmh. ça rejoint ce que je disais, voilà, sur toutes les interprétations que nous laisse avoir Aung San Suu. Il y a ce côté, il efface, quoi. Voilà, le personnage est à la fois absolument libre, il, il peut aller d'une ville à l'autre sans aucun problème. Visiblement, il s'en sortira toujours. Et en même temps, il ne construit rien de vraiment. Il n'arrive pas à construire quelque chose de durable, quelque chose de vrai. Il n'arrive pas à être dans la profondeur. Voilà, il est que dans la surface, que dans l'écume. Ce qui va l'amener à chaque fois, voilà, de ville en ville, de relation en relation, mais sans jamais, pas de racines. Voilà, il ne va pas s'enraciner quelque part, comme un peu porté par le vent. Donc il y a comme on dit, il y a les bons aspects, les mauvais aspects de la liberté, quoi. La liberté absolue, c'est d'avoir d'attache nulle part, et c'est à la fois une bonne chose et c'est en même temps une mauvaise chose. Puis il y a pas d'attache. Donc je pense que oui, c'est une forme d'indice. C'est un personnage extrêmement passionnant à creuser, ce personnage de Bonjour, parce on nous le montre, on nous donne plein d'indices sur lui, plein d'éléments sur ce qu'il est, sur ce qu'il existe, et en même temps, ça reste c'est un point d'interrogation du début à la fin. On n'arrive jamais vraiment à le percer, à le creuser, alors que tous les personnages qu'il va croiser sont beaucoup plus entiers, beaucoup plus. Ils ont des racines d'ailleurs, tous ne bougent pas. Il n'y a que lui qui bouge. Les autres, sans qu'ils vont vivre dans leur ville, vont pas en bouger. D'ailleurs, c'est un regret des fois. Mais on arrive plus à les saisir, à les comprendre, à les interpréter, alors que Gonjou, on, on arrive à la fin, on n'en sait pas plus, j'ai l'impression, sur lui qu'au début. Et d'ailleurs, que ce soit au début ou à la fin, pareil, il est filmé de dos par Aung San Suu. Il n'est pas paire de face. On ne peut pas saisir son visage, on ne peut pas le scruter, voilà, dans tous les sens du terme. Dans la deuxième partie du film, bon, il fuit et son ami écrivain et cette danseuse qui lui réclame constamment de lui dire qu'il l'aime et à un moment, bon, il est un peu perdu par rapport à ça et donc il prend le train et il va à, Gyeongju, pardonne-moi pour la prononciation et dans le train, il fait la connaissance d'une jeune femme qui l'a reconnu
en tant que comédien. Ça, c'est très souvent dans les films de Song-soo, hein, un personnage qui, généralement, c'est une femme qui reconnaît le cinéaste et qui reconnaît un acteur, tout ça. Et puis, bah, il se passe quelque chose entre eux, et puis c'est très surprenant parce que quand ils sortent du train, elle a un rapport un peu particulier. On ne sait pas trop, une attitude un peu particulière. Bref, il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer. Moi, ce qui m'a, et puis il y a toujours il y a une espèce de démarche de la part de Gyung-soo. Cette deuxième partie, alors là, ça va être un peu surprenant, mais ça m'a fait penser à un texte critique. Enfin, c'est pas un texte. Si je me souviens bien, c'était lors d'une conversation entre Serge Toubiana et Serge Danet, et ça a donné ensuite Persévérance. Et à un moment, Danet raconte une expérience qu'il a vécue en Espagne, si je me trompe pas, à Rondin. Il prend le train, il arrive dans cette station, il sort de la gare, et en fait, dans le train même, il avait vu un groupe de jeunes qui faisaient du bruit, qui vivaient. Ça l'intriguait. Il les suit, puis il se perd dans la ville, et il s'aperçoit qu'en fait, il est revenu sur ses pas, c'est-à-dire au niveau de la station. Et un peu plus tard, Deleuze dira à Danet, vous allez au bout du monde pour voir si le monde existe. Et moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, on va paraphraser ça et on va dire que lui, il va au bout du monde pour voir s'il existe. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, on a cette sensation très particulière de rond-point. On dit souvent dans ma tête, il y a un rond-point, c'est une expression algérienne, c'est-à-dire qu'il y a du monde dans sa tête, mais il y a toujours un rond-point. Et il y a de cela. En fait, c'est une belle démarche. Il revient sur ses pas, et il est allé je ne sais où pour voir si... Alors, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il sent, mais moi, j'ai senti ça par rapport à tout ce que je viens de te donner comme référent, pour voir s'il existe. Et en fait, il existe. Mais il a fallu tout ça, et il a fallu finalement cette porte fermée. On va revenir après sur le conte, hein, parce que c'est très important. Qu'est-ce que tu penses toutes ces briques d'idées que je te balance? Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, le film pour moi est une immense banque de briques d'idées, enfin, parce qu'effectivement, dans la deuxième partie, et finalement, ça m'a fait beaucoup penser, moi, au film d'Alain Resnais, tiré des œuvres d'Alan Ayckbourn, ces pièces-là, Smoking No Smoking et Cœur et autres, parce qu'il y a toute cette somme d'indices, de signes, voilà, des signes partout qui reviennent, et les humains sont perdus sur est-ce qu'il faut les interpréter, est-ce que ça a du sens, est-ce que tout n'est que du hasard, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on fait des tours sur soi-même, c'est toute cette embrouille, toutes ces embrouilles. Et la deuxième partie de Turning Gate n'est que la reformulation de signes des précédentes parties. On a parlé, voilà, du plan final par rapport au plan initial. Il y a le fait qu'il retrouve et qu'il revoit les pédalos-signes, là aussi, c'est un signe, voilà, c'est un signe. Il y a effectivement, et donc, pour revenir sur ce que tu disais, donc sur le fait que ce personnage essaye de trouver un sens dans la deuxième partie, moi, ce qui m'a beaucoup passionné dans la deuxième partie, c'est qu'il fuit cette première histoire pour laquelle il n'était pas prêt. Voilà, il se retrouve qui est coincé entre cette femme qui est amoureuse de lui, son ami qui est amoureux de la femme. Il se retrouve dans un triangle amoureux dont il ne voulait pas. Et en même temps, voilà, il a trouvé l'amour. Il a été en présence de l'amour. Et donc, dans la deuxième partie, il trouve cette femme qui effectivement le reconnaît, parce qu'il l'a vu dans des pièces, parce qu'en plus, il le reconnaît de leur jeunesse. Et donc, comme tu disais, il y a cette espèce de flou entre la personne privée et la personne publique, parce que finalement, c'est l'image publique de lui que cette femme reconnaît plus que, parce qu'ils n'ont jamais été intimes, mais elle le connaît en tant qu'acteur. Et donc, il va jouer un rôle pour elle, il va jouer le rôle de l'amoureux transi, tel qu'il l'a appris dans la première partie. Finalement, dans la deuxième partie, il prend la place de la danseuse, de la femme dans la première partie. Il dit je t'aime, il est un romantisme exacerbé, alors qu'elle, c'est pas du tout ce qu'elle attend de lui, quoi. Donc il est encore à contretemps. Et donc finalement, il a vécu deux vies, en fait. Dans la première partie, il est dans la réception de l'amour sans l'avoir forcément cherché ni voulu. Et dans la deuxième partie, il se retrouve c'est comme un jeu d'improvisation où lui et la partenaire auraient inversé les rôles, où ça devient lui qui devient l'amoureux transi, la partenaire qui devient celle qui veut juste une histoire que du sexe, quoi, sans lendemain. Enfin voilà, c'est encore plus cru dans la deuxième partie que dans la première, puisque on
Hong Sang-soo nous fait comprendre que c'est pas la première, ce sera pas la dernière aventure extra-conjugale de cette femme, quoi, qui est dans une vie assez triste aussi de son côté. Donc il vit les deux facettes de l'amour, le héros, et effectivement à la fin, donc toi tu vois quelque chose d'un peu positif, d'un peu optimiste, où grâce à ça il va réussir à se construire en fait. J'y avais pas forcément pensé, tu vois, c'est encore une interprétation possible. En plus, moi la fin je la trouve très pesante quand même, cette image un peu en contre-plongée avec la porte qui l'écrase, la pluie, comme tu dis, les deux murs qui sont très serrés autour de lui. Enfin, je me suis rendu compte que 20 ans après, ce plan, je m'en souvenais encore quand même. Donc c'est un plan qui est pesant quand même. Mais effectivement, il y a peut-être un espoir dans le fait que grâce à toute cette somme d'expérience, toute cette somme de scènes qu'il a vécues, voilà, d'actes, comme au théâtre, d'actes qu'il a vécu, il va réussir à vivre derrière. Encore une fois, tout est possible. Pour moi, à la fin de Turning Gate, il y a tellement rien qui est imposé au spectateur qu'on peut écrire ce qu'on veut de la suite de la vie de Gwon-ju. Est-ce qu'il a juste fait des tours sur lui-même et il va continuer à tourner autour du rond-point sans jamais s'en sortir, ou est-ce qu'il va enfin réussir à tirer quelque chose de positif de tout ça, à poser des racines et tout? C'est totalement ouvert, effectivement. En fait, ayant dû revoir tous ces films pour préparer toutes ces émissions, j'ai toujours eu la sensation que Hong Sang-soo ne laisse jamais tomber ses personnages. Jamais. Et comment? Bah, à la fin, ils sont toujours dans le plan. Ils sont toujours dans le plan, ils sont toujours dans le cadre, ils ne sortent jamais du cadre. S'ils sortent du cadre, là, je peux me poser la question. Et le fait est qu'il ne sort pas du cadre, même si ce qu'il est en train de subir, c'est quand même un sacré. Enfin, c'est quand même très compliqué pour lui. Je me dis, c'est paradoxalement une renaissance. C'est pour ça que pour moi, elle est, oui, on va dire, oui, on va dire, allez, oui, elle est optimiste parce parce qu'il est encore dans le cadre. Donc, à sa manière, il ne le laisse pas tomber en son dessous. C'est cette idée, c'est pour ça que je pense, je n'utilisais pas ce mot optimiste, mais oui, on va dire, pour moi, il y a une fin qui, il y a une possibilité. Voilà, il y a une possibilité. Les cartes ne sont pas, il y a une possibilité, j'en suis persuadé. Restons un peu sur ça, et il y a ce conte qui est génial et qui donne le titre d'ailleurs du film. Et, c'est un conte que lui raconte. En fait, un moment où, dans la première partie, son ami écrivain et lui vont aller visiter cette porte tournante, et c'est un conte, c'est une histoire mythique. Je ne sais plus à quelle époque ça se passe en Corée, dans l'histoire coréenne, mais ça doit être peut-être féodal, je sais plus. Mais en Oui, gros, oui, voilà, c'est un roturier, comme il le dit, qui est extrêmement amoureux d'une princesse. Et son père, qui est empereur, je crois, refusant cela, tue le roturier. Lui, il ressuscite dans la peau d'un serpent, et le un serpent serpent. tente, c'est ça, un serpent, je crois, et puis le serpent tente de s'approcher de la princesse pour l'étouffer, si je me souviens bien. Il Comme écoute c'est que un serpent, voilà, il l'étreint, sauf que il du coup, l'étreint, donc il va. il étreint Et le puis, serpent. et je crois qu'elle lui ferme sa porte, ou alors elle arrive à s'en sortir. Il y a un subterfuge qui fait que il ne peut pas, il est bloqué par cette Il porte, il ne peut s'enferme pas dans le aller plus loin. château, dans le temple. Voilà, il s'enferme dans le temple et il ne peut pas rentrer dans le temple, coincé devant Voilà. la porte. C'est exactement comme le héros à la fin du film. C'est exactement comme Aurore à la fin du film. Après, on est chez Hong Sang-soo, donc comment, selon toi, il arrive à utiliser, comment dire, à puiser dans cette base littéraire ou orale, si c'est peut-être une transmission orale, je sais pas, j'en sais. Et pour en faire ce film-là, parce qu'il aurait pu effectivement s'attarder là-dessus. Mais ce qui est très beau, c'est que quand la fin surgit, on se rappelle du conte. C'est-à-dire que pendant tout le film, le conte, on l'a oublié. On est passé à autre chose, je pense, hein, on est passé à autre chose. Et moi, j'aimerais savoir comment il travaille cette base-là, pour pouvoir faire autre chose et revenir à ça, en fait. Bah, déjà, il y a ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est que le dernier plan est tellement iconique, tellement impressionnant. Voilà, c'est le seul plan vraiment impressionnant de l'ensemble du film. Tout le reste est volontairement très centré sur les acteurs, très neutre. Il y a pas de. Mm. Là, c'est vraiment le plan de mise en scène, le plan qui est formalisé dans le cadre et tout. Donc déjà, forcément, avec la porte, on pense tout de suite à. Ça nous revient en tête. Moi, après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que le conte est clairement
dit à l'intention du personnage, donc on peut se dire que lui-même se souvient de ça lorsqu'il se retrouve face à cette porte. Donc c'est pas juste une manière de transformer le scénario ou le film en une allégorie à l'intention du spectateur. L'allégorie est aussi à l'intention du personnage de manière explicite, parce que la scène est longue. Voilà, on sent que en plus c'est un ami très cher à ce moment-là qui lui raconte le conte. Donc on peut considérer que Gong Joo est très marqué lui-même par l'histoire et que ça va le nourrir comme les autres choses qu'il a vécues dans le film vont le nourrir. Et c'est vrai que autant Turning Gate donc est quelque chose de très très ordinaire, comme tous les films de Hong Sang-soo. On est vraiment dans le quotidien de ces gens-là. Mais c'est un film qui, peut-être plus que d'autres, va chercher vers quelque chose de plus. Qui sort un peu de l'expérience du quotidien. Voilà, il y a par le conte, mais il y a aussi toute la scène finale avec la voyante aussi qui va à l'encontre. En fait, le conte ramène vers le passé et la voyante, elle est là pour dire l'avenir. Donc il y a cette espèce de. Tout d'un coup, le fantastique rentre dans le film de manière extrêmement par le langage, par l'ami qui raconte le conte antique et par la voyante qui, soi-disant, prédit un futur heureux à l'amante de Gong Joo et un futur malheureux à Gong Joo. Donc c'est cette espèce tout d'un coup de petite fenêtre qui s'ouvre sur le merveilleux, on va dire, sur le fantastique, et qui donne du souffle, qui donne le souffle général à Turning Gate, qui en fait plus que juste une chronique des échecs sentimentaux d'un homme, mais qui en fait quelque chose d'un peu plus ample, d'un peu plus qui en fait lui-même un conte finalement. Voilà, c'est une forme de quelque chose de méta un peu, où le film devient lui-même la prolongation du conte, de ce qui est narré par l'ami du personnage au personnage, quoi. C'est une espèce d'utilisation, ce qui rejoint encore une fois le fait que ce film, comme beaucoup d'autres de Hong Sang-soo ensuite, mais un personnage, un acteur, le personnage d'une danseuse aussi, donc ces personnages qui sont dans l'écrivain aussi, qui est dans la première partie. Donc, il y a pas mal de choses qui font comme des appels d'air, comme le fait que dans la plupart de ces films suivants, il y aura toujours des personnages de réalisateurs ou de scénaristes. Ça crée un appel d'air où ça permet d'avoir ces espèces de films à double fond, comme des poupées russes un peu, où non seulement il y a le quotidien de ce qu'on voit, mais il va aussi y avoir le fait que ces personnages soient artistes, ça nourrit forcément ce monde, d'autres mondes au pluriel, différents, inconnus, nouveaux, de fiction. Voilà, ça crée plein de ramifications de fiction possibles. Là, c'est pareil, il y a tout le pivot finalement entre les deux parties, c'est cette photo que la danseuse dans la première partie lui laisse, donc ce qui est une forme d'art aussi, et cette photo elle est très marquante aussi, c'est intéressant parce que c'est à la fois censé être une photo prise sur le vif, un peu une photo normale. Elle n'est pas présentée comme étant particulière par la danseuse, et en même temps, elle est très marquante cette photo. C'est une belle photographie au sens une belle œuvre d'art, quoi. Il y a le regard de la femme, il y a la manière dont elle sort de l'arrière-plan. Donc il y a par toute petite touche, il va utiliser, il utilise toutes les formes d'art finalement, la divination étant une forme d'art aussi en quelque sorte par la voyante, pour nourrir ce monde, créer plein. On parlait de rond-point tout à l'heure, pour créer plein de sorties possibles au rond-point, d'entrées, et ça crée quelque chose qui est nourri de toutes parts, qui a énormément qui est foisonnant, c'est vraiment un foisonnement. Exactement, comme tous les films de Hong Sang-soo. Turning Gate, qui est disponible en DVD Blu-ray, voire même sur les plateformes VOD, je le dis souvent et je continuerai à le dire pour les prochaines émissions, les films de Hong Sang-soo sont pratiquement tous accessibles. Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir Turning Gate, qui est vraiment un film incroyable et qui ouvre officiellement pour beaucoup, déjà en France, qui a été une date importante parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à le suivre et on n'a pas fini. Merci beaucoup Erwan Desbois d'avoir pris le temps et de revoir le film et de venir en parler sur la chaîne. C'était en tout cas un véritable plaisir. Et puis voilà. Et tu reviens. C'était un plaisir de le revoir et c'était un plaisir d'en parler. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.